Pour moi, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est la première séance francophone d'échange entre praticiens des approches systémiques et développement de systèmes de marché. J'espère que vous vous sentirez chez vous ici. On a voulu mettre en place un espace qui permette aux praticiens de partager leur vécu, d'échanger au quotidien sur les difficultés que vous vivez, les succès qu'on peut avoir, et puis d'avoir un espace ouvert, pas très formel. Alors l'initiative est partie des collègues de Beam Exchange qui animent de tels webinars depuis quelques années. Et en fait, il y a eu cette idée de se dire, bah, finalement, il y a un public francophone qui pourrait être intéressé aussi et qui peut-être peut suivre les webinars, mais aimerait bien aussi avoir l'occasion de s'exprimer davantage dans un espace francophone. Donc, bienvenue chez vous. Moi, je suis Pascal. Je travaille pour la coopération luxembourgeoise, donc LuxDev, qui est l'agence luxembourgeoise de développement. Et ce webinaire, en fait, c'est le fruit donc d'un effort collectif avec Dan, qui est un Américain francophile qui a eu l'idée de contacter Beam Exchange en se disant, bah, finalement, j'ai des connaissances qui sont francophones et qui aimeraient bien pouvoir échanger un petit peu plus. Et puis de là, donc, Beam Exchange m'a approché puisqu'en fait, j'ai la chance de piloter pour le compte du Donor Committee for Enterprise Development une action qui vise en fait à diffuser les approches de systèmes de marché en Afrique de l'Ouest. Et dans ce contexte, on travaille en étroite collaboration avec Emmanuel et l'ensemble des collègues de la plateforme Système de marché au Bénin. Et donc Emmanuel a accepté de jouer le jeu en présentant un cas qui est celui du projet Bénin inclusif. On aurait aimé associer Peggy, qui était prévue pour présenter aujourd'hui, mais qui malheureusement n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc ce sera Emmanuel qui, en tant que directeur de Suisse Contact, qui sera très bien positionné pour présenter le cas de Bénin Inclusif. Mais au-delà de ça, la communauté, ce n'est pas non plus que des pays qui sont forcément les plus francophones. Et on aura notamment l'occasion d'inviter Anna Gabriela, qui est du Guatemala et qui nous présentera aussi. On a aussi un public francophone en Amérique centrale et qui va aussi nous donner un éclairage spécifique sur une initiative d'Alterna au Guatemala. Donc voilà, c'est parti d'une initiative donc de gens, de pionniers qui se sont dit on peut tester cet espace d'échange. Et rapidement, on s'est rendu compte, on a eu plus de 200 inscrits à ce séminaire. Alors tout le monde ne viendra peut-être pas aujourd'hui, mais ce nombre d'inscriptions montre certainement qu'il y a une demande et on est déjà en train de réfléchir. Bon, il y aura certainement une deuxième session pour pouvoir aborder un autre cas. Et on va aussi essayer de mettre en place un espace d'échange sur LinkedIn ou ailleurs pour qu'on puisse continuer d'échanger parce que certainement notre heure aujourd'hui ne sera pas suffisante pour évoquer tous les aspects des approches systémiques. Euh, pour cette première session, donc l'idée c'est de partir d'un cas concret, celui de Bénin inclusif, mais l'objectif des sessions Grab the Mic, c'est vraiment qu'il puisse y avoir de l'échange. Donc on va vous donner un certain nombre de contenus. Dan va démarrer en nous donnant quelques concepts clés sur les approches systémiques, ce qui permettra de mettre tout le monde à l'aise et de donner une base commune. Emmanuel ira ensuite plus dans le détail du projet Bénin inclusif. Et la toute première partie, on s'est dit que ce serait quand même utile que vous puissiez connaître les ressources de Beam Exchange. Et donc Isabelle va nous introduire à l'ensemble des ressources francophones de la plateforme Beam Exchange. En termes de modération, vous pouvez utiliser le chat pour poser les questions. Si vous voulez poser une question, je vous encourage à lever les mains. Je vais quand même vous dire donc, comment ça fonctionne sur Zoom pour lever les mains, parce que c'est toujours un peu compliqué. Donc il faut appuyer sur React. Et là, dans React, vous avez le deuxième bouton vers le bas qui est Raise Hand. Donc n'hésitez pas à utiliser Raise Hand. Plutôt en deuxième partie de session, on va peut-être commencer par faire un certain nombre d'échanges avant qu'on puisse rentrer vraiment dans les échanges et dans les débats. Mais en tout cas, sachez bien que c'est un espace d'échange. Donc on vous encourage à lever les mains, à poser des questions. Un certain nombre d'entre vous ont posé des questions en préparation de la session. Donc on est absolument ravis. Et puis, bah, du coup, sans plus attendre, je passe la parole à Isabelle pour nous guider à travers les ressources de Bing Exchange. Merci Pascal.
Bienvenue au Beam Exchange, tout le monde. Voici une petite introduction sur comment accéder aux informations sur Beam. Notre site web vous informera sur tous les aspects de l'approche de développement des systèmes de marché, avec des conseils pratiques étape par étape, des profils de programmes et des études de cas. La bibliothèque contient de nombreuses ressources et nous y ajoutons maintenant des ressources en français, en espagnol et en arabe. Pour trouver nos ressources en français, cliquez sur le filtre à droite de la page de la bibliothèque et nous accueillons bien avec plaisir de nouvelles contributions en français si vous en avez. Nous organisons également environ 8 webinaires par an, réunissant des praticiens pour discuter des différents aspects du DSM et partager des exemples concrets. Vous pouvez voir ici tous nos anciens webinaires, Grab the Mic, plus de 100 au total. Nous envoyons aussi notre bulletin d'information Beam Update environ 8 fois par an pour tenir la communauté informée des derniers événements, ressources, blogs, programmes et offres d'emploi liées au DSM. Et nous animons un forum LinkedIn Beam pour réseauter, partager des nouvelles, des connaissances et des apprentissages sur le DSM. J'ajouterai des liens vers le forum et vers le bulletin d'information dans le chat. Et voilà, maintenant, je vais passer la parole à Daniel qui va nous parler des concepts clés du DSM. Merci pour cette orientation. Isabelle, le développement des systèmes de marché, qui est parfois MSD en cycle anglais, est une démarche systémique qui prend des concepts de l'académie, surtout l'économie et l'écologie, d'où vous trouvez peut-être des termes ou des concepts qui peuvent paraître théoriques et un peu difficiles. Cependant, le DSM se base aux observations des professionnels comme nous. Et surtout dans des critiques des approches traditionnelles du développement économique. Et donc, je vais à la fois essayer de démystifier quelques concepts clés, euh, et, mais en même temps, je vous encourage toujours de les approcher avec votre jugement et selon votre contexte. Il ne s'agit pas des tablettes de pierre que Moïse a descendues de la montagne. Euh, tout cela devrait être pratique pour vous. Mais commençons par système de marché même. L'essentiel dans cette définition, c'est que les acteurs dans le système de marché ne sont pas uniquement les entreprises. Ça peut comprendre des acteurs publics aussi, les clients ou acheteurs finaux, les employés, tout ce qui influence ou permettent à un système économique à fonctionner. Ce n'est pas uniquement les maillons d'une chaîne de valeur non plus. Donc, on considère les fonctions de soutien, on considère les règles formelles ainsi que les normes et coutumes informelles. Et c'est un terme qui peut être très flexible aussi. Donc, on a l'habitude de parler, par exemple, du système de marché de l'oranger bio du sud du Bénin, qui est très spécifique, ainsi que le système de marché agricole béninois, qui est plus général, ou même le système de marché agro-industriel de l'Afrique de l'Ouest. Tout est valable, en fait, selon le contexte. Euh, Nous avons l'habitude de visualiser un système de marché dans le DSM avec ce qu'on appelle le beignet DSM, et ce qui sera déjà connu à la majorité d'entre vous. Et c'est un exemple d'une visualisation très flexible. On met, comme vous voyez dans le diapo, l'offre et la demande pour un produit ou un service choisi au noyau, avec les fonctions de soutien et les règles là autour. Et moi, je mets normalement les ressources naturelles, le système sociopolitique et l'écosystème biophysique là derrière pour reconnaître que l'économie doit répondre aux besoins de la société et aussi respecter les limites écologiques de la planète. Et donc, j'espère que vous voyez que ce beignet, c'est un prisme flexible. On peut mettre tout genre de produits ou services au centre du beignet. Vous pouvez imaginer que le noyau d'un beignet sera souvent une fonction de soutien dans notre beignet.
Et en fait, on met le centre du beignet là où on veut concentrer notre attention, où on veut concentrer notre analyse. Et dans ce sens, ce n'est que le point de vue d'une équipe à un moment donné, car le système est toujours en cours d'évolution. Mais comment faire développer quelque chose qui est aussi complexe que ça? Le DSM met l'accent sur les points d'appui stratégiques qui peuvent influencer cette évolution continuelle du système. Et les points d'appui se trouvent souvent dans l'anneau du beignet et pas au centre, c'est-à-dire améliorer les fonctions de soutien peuvent permettre le chaîne de valeur des produits ou services à mieux fonctionner. Et souvent, c'est les analyses et l'expérience qui peuvent nous aider à identifier ces points d'appui. Nous avons pas mal de méthodes d'analyse de systèmes complexes dans le DSM. Il y a la cartographie des parties prenantes, l'analyse de chaînes de valeur, la modélisation participative des boucles causales, l'analyse des causes profondes. Euh, Ce dernier dont Emmanuel va nous donner un exemple tout à l'heure. Mais on ne peut pas arriver en plan de 5 ans à travers l'analyse. Il faut savoir quand arrêter d'étudier un système complexe et commencer à agir. Et ça, c'est parce que dans un système complexe, les mêmes causes ne provoquent pas toujours les mêmes effets. Qu'est-ce que je veux dire? J'explique ça souvent en évoquant le contraste entre la tâche de monter un meuble et élever un enfant. Vous pouvez imaginer que si vous suivez les mêmes instructions avec les mêmes matériaux, vous produisez normalement le même meuble. En revanche, il n'y a pas vraiment une recette fixe pour l'éducation d'un enfant. Cependant, il y a des bonnes pratiques qu'on peut apprendre et adapter à chaque cas, à chaque, voilà, chaque fils ou fille, chaque jour ça change un peu, mais il y a quand même des bonnes pratiques. Et réalise en programme DSM, c'est un peu la même chose. Ça exige des feedbacks très rapides. Ça exige une gestion adaptative pour gérer cette complexité. Venons à la facilitation, qui est en jargon très, très commun dans le DSM. Lors de l'inscription de cet webinaire, Frank Lusby nous a posé la question comment assurer que les idées pour les innovations systémiques viennent du secteur privé, c'est-à-dire au lieu du programme qui insiste que les partenaires fassent notre travail. Et une partie de cette réponse, c'est la facilitation. Dans le DSM, la facilitation, ce n'est pas la modération d'une séance comme ce que Pascal nous assure aujourd'hui, ni l'acte de faire passer quelque chose par des formalités administratives de l'État pour un frais ou quelque chose, mais plutôt en action temporaire des programmes DSM en vue d'effectuer des changements permanents. Euh, c'est souvent en partenariat avec des acteurs du marché qu'on facilite ces échanges. Dans la mesure du possible, nous voulons éviter les distorsions. Parfois, on veut même être un peu invisible aux acteurs du marché. Et je dis souvent que la facilitation se ressemble plus au rôle d'un entraîneur dans le sport ou peut-être d'une sage-femme dans l'accouchement d'un bébé. Et au fond, il s'agit du partage du pouvoir avec les acteurs du marché. Il existe pas mal de stratégies concrètes qu'on peut peut-être partager dans les ressources du Beam Exchange. Mais pour conclure, l'hypothèse du DSM, c'est que à travers des bonnes analyses et une bonne facilitation, on peut promouvoir des modèles qui sont à la fois viables du point de vue commercial, mais aussi changent les comportements dans le système de marché, tels que la bonne concurrence ou l'inclusion des marginalisés. Et quand vous changez la façon dont le système fonctionne, vous aurez un changement systémique qui se pérennise après la fin de votre programme.
Et nous allons peut-être revenir à ces concepts de facilitation, complexité, changement systémique lors des webinaires à venir. Mais aujourd'hui, je passe la parole à Emmanuel pour nous fournir un exemple de l'analyse des causes profondes et l'approche 5 pourquoi au système de marché d'irrigation au Bénin. À vous, Emmanuel. Merci Daniel. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vous présente pas le projet en détail, ni Swiss Contact en détail. Si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie au site internet de Swiss Contact. Donc, l'idée, c'est plutôt à travers un cas particulier qui est notre projet Béninclusif, qui concerne le secteur de la pisciculture et des agrumes au Bénin, de comprendre un peu comment est-ce que la mise en œuvre de l'approche systémique nous a permis de réajuster certaines choses qui fonctionnaient pas forcément comme on l'avait espéré. Donc, le projet Béninclusif, c'est un projet qui a été financé sur des fonds spécifiques de la coopération suisse qui permettent à Swiss Contact de développer des initiatives pilotes dans différents pays. Et le cadre de l'intervention de Béninclusif, c'est qu'il y a eu une première phase 2019-2020 qui a permis de concevoir le projet et de prioriser les interventions. Et puis deux phases de mise en œuvre, une première phase 2021-2024 et une deuxième dans laquelle nous sommes encore, 2025-2028. La première phase avait principalement pour objectif de démontrer, ou en tout cas de comprendre à quelles conditions on pouvait réussir à mettre en œuvre un projet de type développement de système de marché en Afrique de l'Ouest et donc plus spécifiquement au Bénin. Et sur la base de cette expérience, la deuxième phase avait pour objectif de nous permettre de soutenir l'adaptation des exploitations aux effets du changement climatique. Donc, comme vous le voyez sur la carte, c'est plutôt la partie sud du Bénin qui est concernée par cette intervention. Donc, pour diapositive suivante, les étapes clés, alors c'est vraiment très résumé ici, c'est pas forcément tout à fait exact. Euh, la, alors, je me permets de m'excuser hein, si j'utilise le mot DSM ou MSD. Parfois, voilà, par habitude, j'ai tendance à dire MSD, mais c'est la même chose que le développement de système de marché. Euh, donc voilà, les étapes clés, grosso modo, hein, elles sont récapitulées ici. Donc comme vous voyez, on a eu, comme je disais, la phase de conception qui a permis de choisir les secteurs et de commencer à analyser le système. Et puis, durant la phase 1, de choisir les interventions prioritaires et, comme le disait Daniel tout à l'heure, d'utiliser des méthodes de pilotage adaptatif de manière à tenir compte des évolutions du système pendant la mise en œuvre et ajuster ce qui nécessitait de l'être. Et donc, à la fin de la première phase, on a réévalué, réanalysé les deux secteurs à partir de notre expérience de la première phase. Et ça nous a permis de concevoir une intervention pour la deuxième phase. Alors, comme je le disais, avec un focus sur l'adaptation au changement climatique, mais également avec une intervention un petit peu différente dans la conception, dans la structure. Je pourrais en reparler rapidement tout à l'heure. Alors, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, surtout pendant la première phase, puisque là, on est en 2026 et encore, je dirais, le début de la deuxième phase, c'est que, bah, d'une part, le choix des secteurs enfin, s'est montré pertinent. Il y avait vraiment des enjeux et des besoins d'appui. L'approche par le marché a permis aussi de renforcer les acteurs dans leur métier, dans leurs fonctions, dans leurs activités sans avoir forcément besoin d'injecter beaucoup de fonds. Le développement des relations d'affaires a permis aussi de renforcer la solidité des secteurs et de développer les opportunités. Le fait que le projet ait permis de débloquer certaines procédures administratives parce que enfin, on est en dialogue avec les acteurs institutionnels, on a une certaine légitimité au regard des acteurs, notamment au niveau des ministères, etc., qui nous permet parfois de pousser des portes un peu plus facilement que les acteurs avec lesquels on travaille. Du coup, ça a permis aussi d'améliorer la performance des deux secteurs. Et puis, le renforcement des liens entre les acteurs,
c'est pour souligner le fait que c'est pas uniquement le développement des relations d'affaires, mais c'est aussi le fait d'être en mesure de mettre ensemble autour de la table des acteurs qui devraient se parler plus souvent, mais qui ne le font pas forcément parce qu'ils n'en ont pas l'habitude, parce qu'ils n'ont pas forcément les bons canaux de communication. Et du coup, bah, c'est les relations entre acteurs privés, secteur de la finance, de la microfinance, acteurs institutionnels, etc., qui permettent de mieux comprendre à l'intérieur du système qui fait quoi et de permettre aux acteurs aussi de mieux dialoguer, de mieux collaborer. Ce qui aurait pu mieux fonctionner, alors, c'est que, comme sans doute beaucoup d'entre vous l'expérimentent, on est dans des domaines, enfin, on est dans des régions et dans des zones d'intervention où il y a des projets qui appliquent des approches plus classiques, plus directes, où ce sont les ONG et les partenaires de l'ONG qui apportent les expertises pour des bénéficiaires. C'est aussi que souvent, les acteurs avec lesquels on travaille, et peut-être même nous-mêmes, on a plus de facilité à travailler avec ce type d'approche, parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus facile, et que du coup, bah, changer des habitudes, c'est toujours plus compliqué que de démarrer quelque chose de nouveau. Euh, de notre côté, mon sentiment, alors c'est pas un jugement de valeur, hein, mais c'est l'impression que le pilotage du projet n'était pas forcément suffisamment adaptatif, parce qu'on a tendance à regarder les cadres de résultats qui sont prévus pour la fin de la phase, et que du coup, ben, on est pris par le temps et qu'on fait un peu la course contre la montre pour réussir à atteindre ces résultats. Et on oublie parfois de regarder comment le système évolue. Et comment est-ce qu'il faut réajuster nos interventions pour tenir compte de ces évolutions. Et enfin, je pense que l'un des facteurs clés de la réussite dans la mise en œuvre d'une approche systémique, c'est le renforcement des équipes qui ont besoin d'être formées enfin, à des logiques de secteur privé, à des façons de travailler un peu différentes. Et ça demande du temps, ça demande des ressources, et c'est important de prendre conscience de cette nécessité-là. Et peut-être que on avait besoin de le faire un petit peu plus qu'on l'a fait. Emmanuel, je vais me permettre de t'interrompre un instant pour prendre une question du chat que je trouve pertinente et qui sera peut-être plus adaptée à ce moment-là. Donc, c'est Émile qui nous demande si c'était possible de partager quelques exemples entrepris pour arriver au déblocage de procédures administratives. Alors oui, on a eu un cas, par exemple, sur l'importation d'un lot de 10 000 alevins. Alors ça concerne pas les oranges, hein, ça concerne la pisciculture, mais c'était le deuxième secteur du projet Bénin Inclusif. Donc l'idée, c'était d'améliorer les espèces exploitées dans les fermes piscicoles, et pour cela d'importer pour le compte d'une organisation, enfin d'une entreprise partenaire du projet, des souches améliorées de tilapia depuis la Thaïlande. Et en fait, il y avait un processus qui avait déjà été enclenché par l'AFD quelques années auparavant, mais qui était resté bloqué faute, je crois, de connaissance des procédures administratives par les acteurs. Et le fait que nous, on ait pu travailler en proximité avec l'ensemble des acteurs depuis la Thaïlande jusqu'au Bénin, en passant par les ministères, la DPH, etc., ça a permis finalement de débloquer ce processus d'importation, et ça a servi par la suite à un autre lot. Donc nous, on a importé 10 000 alevins, et quelques mois après, il y a 160 000 alevins qui ont été importés par d'autres acteurs. Voilà, donc je pense que c'est un bon exemple de la manière dont ça a permis de débloquer les choses. Euh, alors, pour revenir à l'étude de cas, donc je vais essayer d'aller assez vite, et puis j'espère que ce sera suffisamment clair malgré tout. Euh, l'une des interventions qu'on avait identifiées comme prioritaire pour le secteur des agrumes au cours de la première phase, c'était de financer des systèmes d'irrigation pour les producteurs d'oranges, euh, sur la base du constat qu'il manque de l'eau. Les pluies sont pas forcément régulières, c'est des zones qui sont parfois un peu arides, et le changement climatique accentue ces phénomènes. Et donc, la solution qu'on avait identifiée, Daniel, tu peux passer à la diapositive suivante, merci.
La solution qu'on avait identifiée, c'était pour éviter de financer nous-mêmes des systèmes d'irrigation dont évidemment on n'avait pas les moyens, qui auraient été pas forcément une solution durable, c'était d'aider les producteurs à faire des plans d'affaires et à les mettre en relation avec des institutions de microfinance, des IMF. L'objectif, c'était qu'on avait 500 producteurs qui devaient être accompagnés. Et je dirais, si on regarde les résultats qu'on a obtenus, on peut dire que c'était relativement satisfaisant. Tu peux passer, Daniel. Merci. C'était relativement satisfaisant parce qu'on a eu 451 producteurs qui ont élaboré leur plan d'affaires et qui ont eu accès à des crédits. Par contre, quand on regarde d'un peu plus près, on s'est rendu compte qu'il y avait dans les faits 54 crédits d'investissement, mais 397 crédits de roulement, c'est-à-dire des crédits qui permettaient d'avoir un fonds de trésorerie qui permet d'investir ou de gérer les activités de l'exploitation un peu comme on veut. Donc, ils ne sont pas ciblés sur des investissements. Donc, en fait, le résultat, il était un petit peu en deçà de de nos espérances. Et du coup, on a cherché à comprendre pourquoi ça n'avait pas marché. Et je dirais, il y a deux séries d'explications, et c'est là que on va passer un peu en revue la technique des cinq pourquoi, c'est-à-dire que on descend dans les causes avec à chaque étape une interrogation sur la réponse qu'on a ou la partie de réponse qu'on a trouvée à la question posée. Donc pourquoi est-ce que ça n'avait pas marché? En tout cas, pas comme ça, pas comme on le voulait. C'est que la première explication, c'est que les IMF ont préféré octroyer des crédits de roulement. Donc, on dirait, c'est un peu la responsabilité des IMF. Et pourquoi est-ce qu'elles ont préféré ça? Donc là, on descend d'un étage. Eh ben, c'est que les IMF ne connaissent pas toujours les producteurs avec lesquels on les a mis en relation et que les IMF, en général, connaissent assez mal le secteur des agriculteurs. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Bah, parce que les IMF, aujourd'hui, au Bénin, elles travaillent beaucoup sur des mécanismes de caution avec des titres fonciers ou ce genre de choses, et que du coup, bah, elles ont assez peu d'appétence au risque et elles ne sont pas tellement incitées à aller explorer des nouveaux outils, des nouveaux secteurs, etc. Alors, pour cette branche de la réponse, je dirais, je m'en arrête là, mais on pourrait descendre encore pour demander pourquoi est-ce que les IMF ont peu d'appétence au risque, etc. Mais là, on va passer à à la diapositive suivante qui, pour moi, est plus intéressante. C'est que la deuxième partie de l'explication, c'est qu'en fait, c'est que les producteurs eux-mêmes, en fait, ne voulaient pas des crédits d'investissement, mais ils voulaient plutôt des crédits de roulement. Et la première raison, c'est que ce type de crédit est moins ciblé et donc plus souple pour les producteurs. Et ce qu'on a compris, c'est que quand on a essayé enfin voilà, quand on a essayé d'analyser pourquoi ce type de crédit est plus intéressant pour les producteurs, c'est qu'en fait, la plupart d'entre eux pratiquent la polyculture vivrière, avec souvent des cultures de rente aussi saisonnières qui constituent une espèce de mix de polyculture. Et, euh, et du coup, c'est ce qui fait que pour eux, c'est trop risqué d'investir dans un seul maillon de leur mix parce que ça déséquilibre leur système et que donc ils ont besoin, eux, de quelque chose de beaucoup plus souple et les cris de roulement répondent mieux à cet objectif. Parce que ça leur permet de répartir leurs moyens en fonction de la situation de leurs différentes spéculations, etc. Donc, si on regarde encore, on peut creuser comme tout à l'heure. Il y a des filières de rente qui sont fortement soutenues par l'État et pas d'autres. Donc, les producteurs sont plus fragiles sur les filières qui sont moins soutenues. Et si on creuse encore, on peut aller jusqu'aux structures économiques profondes. Mais je dirais, on n'est pas obligé de descendre aussi loin. C'est juste un exemple d'analyse. Mais ce qui est important, c'est la flèche orange qui se trouve au niveau 3, parce que c'est le niveau auquel il nous est possible d'agir avec des moyens raisonnables et un espoir d'impact quand même suffisamment significatif pour les acteurs du système. Agir en dessous, les filières de rente sont fortement soutenues par l'État ou les structures économiques profondes, c'est hors de notre portée. Donc, c'est des choses auxquelles on peut essayer de discuter avec, enfin, sur lesquelles on peut essayer de discuter avec les acteurs publics ou avec les acteurs économiques, mais
on n'a pas forcément beaucoup de poids là-dessus. Et puis, agir au-dessus, ça risque d'être des approches qui sont focalisées sur des symptômes et pas sur des causes vraiment essentielles. Et donc, c'est peut-être pas suffisamment durable. Donc ça nous a amené à revoir un peu la formulation de la phase 2 et de se dire que la réponse, en tout cas sur le secteur, enfin sur les enjeux de financement des secteurs agricoles, hein, de l'irrigation, mais aussi sans doute d'autres problématiques, il fallait passer par des instruments financiers beaucoup plus adaptés, beaucoup plus de dialogue avec les producteurs, avec les institutions de microfinance, etc. Donc ça nous a amené à réorienter un certain nombre de choses au cours de la deuxième phase. La première question, c'était de savoir si on voulait continuer à soutenir le secteur des agrumes. Et on est arrivé à la conclusion que oui, il y a des potentialités, il y a des possibilités de créer de la valeur ajoutée localement, ce qui va dans le sens d'une amélioration euh, des opportunités pour l'ensemble des acteurs dans ces filières. Euh, et parmi ces réorientations, je dirais, on a souhaité mieux comprendre ce qui se passait, donc notamment avoir une bonne cartographie des services financiers, que ce soit en termes d'acteurs et en termes d'instruments financiers, avoir une bonne connaissance aussi des pratiques agricoles durables pour ne pas apporter des solutions qui sont poussées par le projet, mais vraiment s'appuyer sur des choses qui sont déjà en application dans les exploitations. Soutenir la structuration des secteurs à travers des clusters et et continuer la mise en relation entre les acteurs. Et puis mettre un accent particulier sur l'ingénierie financière et le renforcement des acteurs de la finance et de la microfinance, justement pour être en mesure d'avoir des instruments financiers qui tiennent compte de ces réalités du secteur. Donc, pour synthétiser un petit peu les leçons apprises sur cette expérimentation du projet Bénin Inclusif, je dirais la première chose, c'est qu'il est essentiel d'écouter et d'observer. Beaucoup des outils de l'analyse systémique sont justement des outils d'analyse et pas forcément des outils de planification ou des outils de décision. Il faut vraiment prendre le temps de regarder comment le système évolue et à partir de là, formuler des choix, des orientations, des interventions, mais ça demande vraiment d'être capable de se mettre un peu en retrait et de pas toujours être dans l'action et pas toujours pressé d'arriver à des résultats. La deuxième chose, c'est que les innovations ne sont pas la solution. C'est-à-dire, c'est pas le fait de trouver que telle formule de bokashi ou d'intrants organique ou je ne sais pas quoi est la solution. Non, c'est comment est-ce que cette innovation rentre dans le marché? Comment est-ce qu'elle peut être adoptée par les acteurs? Sinon, si elle n'est pas adoptée, elle finira avec le projet. Et pour ça, c'est essentiel de comprendre le comportement des acteurs dans le système. Et j'espère que les cinq pourquoi que j'ai déclinés tout à l'heure sont un bon exemple, je crois, de cette compréhension qui nous a permis de nous réajuster pour mieux répondre aux besoins des acteurs. Et ça, on ne peut le faire que si les acteurs sont effectivement associés. On ne peut pas décider à leur place. On ne sait pas ce qu'ils vivent. On ne connaît pas leur réalité profonde. Et donc, si on veut que les résultats soient des résultats durables et significatifs pour eux, bah, il faut qu'ils soient associés, il faut qu'ils soient comme on dit, dans le siège du conducteur. Du coup, ça veut dire aussi que les rôles et responsabilités de nos équipes doivent être adaptés. On n'a pas forcément besoin d'avoir des techniciens thématiques, par exemple sur la pisciculture dans nos équipes, parce que les experts thématiques, ils sont dans le marché, ils sont dans le secteur, et donc on n'a pas forcément besoin de recruter ces personnes-là. Par contre, on a peut-être besoin de recruter des gens qui sont experts en suivi et évaluation, en renforcement de capacité, en analyse de marché, des choses comme ça. Euh, L'autre point qui peut sembler une évidence, mais c'est que le contexte est essentiel. On ne peut pas faire du MSD au Bénin comme on le fait en Asie ou en Amérique latine. Et donc, il faut être capable de comprendre pourquoi ça marche différemment. Donc, il ne faut pas trop arriver avec une idée préconçue de ce à quoi on veut arriver. Et puis, il ne faut pas considérer que le MSD
est une question de chapelle ou de conviction. Le MSD, c'est un problème de résultat. C'est un problème de savoir si on veut atteindre des résultats qui sont durables et à l'échelle. Et c'est pas une question de savoir si on adhère à telle ou telle façon de travailler ou de concevoir le développement. En conclusion, est-ce qu'on peut faire du MSD, entre guillemets, donc excusez-moi, du DSM au Bénin? Oui, je pense que l'expérience qu'on a eue avec le projet Bénin Inclusif et comme d'autres projets le font également, montre que c'est possible. Ça donne des résultats durables qui sont généralisables et ancrés dans des dynamiques de marché et dans les contextes. Et ça veut dire que ça peut être éventuellement réutilisé et réadapté à d'autres secteurs, à d'autres filières. Voilà. Mais pour ça, on a besoin de compétences locales. J'ai déjà insisté là-dessus, mais je pense que le renforcement notamment de nos équipes et de nos partenaires est essentiel. Il faut avoir conscience que beaucoup de filières sont dépendantes à l'égard des financements publics et des bailleurs et que ça, ben, on est obligé de travailler avec ça. On ne peut pas forcément le changer simplement parce qu'on veut faire du DSM. Donc, je dirais c'est un paramètre à prendre en compte. La durabilité prend du temps. Si on veut avoir des résultats dès la première année, on risque de retomber dans des approches beaucoup plus directes, beaucoup plus directives. Et je pense qu'il faut accepter que la première année, la deuxième année, les résultats sont peut-être en deçà de ce qu'on attend, mais il faut être capable de prendre du temps et, comme je disais tout à l'heure, d'écouter et d'observer. Le comportement des acteurs est influencé par les projets et les programmes. Ça, je pense que c'est quelque chose qui maintenant est assez bien connu. Et donc, il faut aussi être vigilant sur la manière dont notre projet ou notre programme influence ce comportement ou pas. Et puis, j'allais dire, le marché, il faut aussi être conscient que c'est un résultat. C'est-à-dire que le fonctionnement du marché dans un contexte comme le Bénin n'est pas forcément celui auquel on est accoutumé. Et donc, si on veut déjà plaquer une réalité de marché sur quelque chose qui est beaucoup plus complexe et qui intègre des dynamiques qui ne sont pas forcément gouvernées par des impératifs de rentabilité ou des objectifs économiques, on risque d'être confronté à des contre-performances et d'accentuer peut-être certaines fragilités là où on voudrait les améliorer. En revanche, quand ça marche bien et quand on réussit à améliorer les compétences, les relations d'affaires, etc., le marché fonctionne mieux et je dirais la meilleure performance du marché, c'est aussi un marché qui émerge, qui se structure. Et pour finir, je dirais les approches systémiques ont besoin d'être valorisées, c'est-à-dire au sens d'un produit. C'est quelque chose dont on doit avoir, dont on doit être capable de montrer la valeur ajoutée, d'expliquer pourquoi est-ce que ça fait du sens de recourir à des expériences, enfin des approches systémiques, quels sont les résultats que ça permet d'avoir et comment ça permet aussi d'avoir ce qu'on pourrait appeler des retours sur investissement. Hein. C'est une proposition de valeur et c'est pas simplement comme je disais tout à l'heure, une chapelle ou une question de conviction. C'est vraiment une question de professionnalisme et de méthode pour arriver à des résultats durables et à l'échelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel et on a toute une série de questions qui sont absolument passionnantes qui nous ont été livrées. Alors on a des questions qui touchent plus à l'approche systémique et qu'on va peut-être prendre dans un second temps. Je vais démarrer par une question très plus spécifique de clarification, notamment sur le volet inclusion. Et pour savoir parmi les 451 producteurs qui ont eu accès à un crédit, savoir combien finalement étaient des femmes et combien étaient des jeunes. Est-ce que tu peux nous apporter un éclairage là-dessus? Est-ce que le projet a eu aussi une action pour essayer de toucher davantage les jeunes et les femmes? Alors, je dirais que c'est une bonne question. J'ai pas les chiffres en tête, mais au Bénin, le nombre de femmes productrices d'oranges est extrêmement limité. Et comme beaucoup de secteurs, les femmes sont beaucoup sur la transformation et sur la commerce, mais elles sont associées à la production, mais souvent sur des tâches entre guillemets subalternes, apporter de l'eau, aider à la cueillette, des choses comme ça. Mais il y a assez peu de femmes qui sont elles-mêmes productrices au sens de propriétaires des vergers. Je crois que dans notre effectif, il y en avait, je crois, une ou deux, donc c'est vraiment très, très peu. Et donc sur les personnes qui ont été accompagnées dans les relations avec les IMF, je pense que c'est vraiment uniquement des hommes qui ont eu accès au crédit. Voilà. Mais je dirais, alors c'est aussi un des éléments de contexte, c'est que si on veut pousser les femmes à devenir productrices,
est-ce que notre projet est toujours dans une démarche systémique ou est-ce qu'on est en train de pousser un agenda qui est le nôtre, celui du bailleur, au lieu de regarder où sont les femmes dans le système et comment est-ce qu'on peut les renforcer là où elles sont. Et en l'occurrence, c'est le diagnostic qu'on avait fait, comme je disais, à propos des fonctions dans la transformation et la commercialisation. Et je pense que c'est aussi de ce côté-là qu'il faut essayer de pousser l'inclusivité, quoi. Ok, super. Après, on avait une question qui a été posée en préparation de la session par Patrick Birassa de Cordette, qui voulait savoir comment finalement la pérennité pouvait être assurée à travers ce type d'intervention. Et je vais la relier avec une question que Léon nous a posée pour savoir comment on a réussi, enfin, le projet a réussi à convaincre les IMF dans la révision de leur perception sur les agriculteurs pour espérer un changement durable. Et il y a une autre question qui allait dans ce sens aussi de Zazouli pour savoir finalement comment est-ce que vous avez fait pour amener les les IMF à octroyer en fait des crédits d'investissement. Donc en fait, il y a toute une série de questions sur la pérennité et le changement systémique et autour des IMF. Donc, je ne sais pas si tu arrives à répondre à trois questions ensemble, mais on va peut-être essayer. Bon, je peux faire une réponse très rapide, mais qui sera forcément frustrante parce que c'est trop court. Mais je dirais la pérennité, elle vient du fait que on travaille beaucoup avec les intermédiaires et pas forcément avec ce qu'on a l'habitude d'appeler les bénéficiaires finaux. C'est-à-dire que si on a besoin enfin, si les acteurs ont besoin, par exemple, d'avoir accès à des intrants biologiques parce que ça permet de restaurer la fertilité des sols, de renforcer la productivité des exploitations quand c'est bien utilisé, etc. Il faut travailler avec ceux qui produisent les intrants et aider ces producteurs d'intrants à être en relation, enfin d'intrants biologiques, hein, à être en relation avec les producteurs d'oranges pour renforcer les relations d'affaires. Et si ces relations fonctionnent, à ce moment-là, c'est durable parce qu'ils n'ont plus besoin de nous. Et par exemple, juste très brièvement, on avait l'habitude, quand je suis arrivé, de faire des séances de sensibilisation sur les intrants biologiques. Et moi, j'ai pris, enfin, quand j'ai vu ça, j'ai proposé aux entreprises partenaires de regarder ça plutôt comme du marketing que comme de la sensibilisation. Et du coup, ça devenait leur problème et non plus le problème du projet. Et ça devenait un enjeu pour eux en termes commerciaux. Et je pense que ça, ce changement de regard permet de transformer la position de l'acteur, des acteurs par rapport à la solution et d'en faire une solution pérenne parce qu'elle dépend plus de nous. Voilà. Génial, Donc, peut-être? c'est une Ouais. réponse très rapide, hein, mais juste pour synthétiser, moi je dis toujours, on n'a pas de stratégie de sortie parce que notre point d'entrée, c'est déjà notre stratégie de sortie. C'est-à-dire, on commence le projet en considérant que ça doit fonctionner sans nous. Yeah. Et si je peux ajouter, c'est un très bon exemple de ce qu'on appelle la bonne facilitation dans le DSM. Évidemment, ça sera un peu différent selon le contexte, mais il y a pas mal de stratégies très concrètes on peut utiliser. J'étais autrefois le responsable de partenariat pour un programme de DSM à Mozambique. Et là, nous avons eu toutes des procédures de partenariat qui ont intégré ces stratégies pour faciliter, par exemple, la co-création de partenariats avec le secteur privé. On a, par exemple, insisté sur ce qu'on appelait le co-investissement financier ainsi que co-investissement intellectuel pour vraiment assurer que on était sur la même page et on suivait les priorités du partenaire. Parfois, parfois, on va dire, oui, c'est une bonne idée, Daniel, on peut y aller, mais quand l'argent ne paraît pas, ça veut dire que peut-être l'idée n'est pas aussi bonne que ça, et ça nous a permis de se diriger dans le bon sens. Je peux mettre le lien pour le profil BIM ainsi qu'un petit blog que j'ai écrit là-dessus dans le chat tout à l'heure. Et peut-être pour revenir à la série de questions sur l'impact sur les instituts de microfinance, donc est-ce qu'à la fin du projet, on a noté un changement d'attitude de ces institutions de microfinance?
Alors, je dirais oui et non. Alors, la question de la microfinance au Bénin, c'est évidemment une question complexe. Je dirais, c'est ce sur quoi on est en train de travailler dans le cadre de la deuxième phase. Parce que à la fin de la première phase, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je crois que c'est une politique publique, enfin, c'est un des aspects de la politique nationale autour de la microfinance, d'ailleurs au Bénin. Et je dirais l'ensemble des acteurs qui se préoccupent de ce secteur-là sont à pied d'œuvre pour essayer de faire bouger un peu les lignes. Tout le monde a conscience que les IMF aujourd'hui ont du mal à répondre aux besoins des producteurs. En même temps, on a bien conscience aussi qu'il y a une masse de clients potentiels colossale. Donc, il faut vraiment travailler à adapter les outils. Donc, en l'occurrence, les crédits d'investissement et les crédits de roulement que les IMF ont octroyés durant la première phase sont la plupart du temps des outils qui sont adossés à des mécanismes de garantie euh, apportés par le Fonds national de développement agricole. Euh, donc, je dirais, ça facilite un petit peu la prise de risque pour les IMF, mais il y a encore beaucoup de travail. Et je pense on sent un intérêt, mais je dirais, voilà, c'est ce qui est dans notre agenda actuellement. Et ensuite, il y a un point qui a été très pertinent que Leslie a indiqué sur quelque part la surprise que le projet a mené cette analyse finalement pendant l'intervention. Et donc, il y a eu des ajustements qui ont été faits, alors que quelque part, souvent, la pratique, on imagine, c'est qu'on analyse le contexte au préalable. Évidemment, j'imagine que ça a été fait aussi dans le contexte de ce projet, mais il y a toute une phase d'analyse et ensuite on déroule l'intervention. Mais là, ce qui est très intéressant, je pense, dans le projet Bien Inclusif, c'est que pendant l'intervention, et c'est une caractéristique du DSM, il y a eu ces adaptations qui ont été faites. Alors peut-être juste Emmanuel sur l'analyse préalable versus le suivi des interventions. Enfin, comment est-ce que tu essayes enfin, d'assurer un ratio qui soit suffisamment équilibré pour à la fois faire l'adaptation au contexte, ce qui rejoint une question d'Émilie, et arriver à être suffisamment agile. Alors, je dirais, il y a deux réponses. Enfin, il y a plusieurs aspects, mais la première chose, c'est que déjà, j'étais pas là pendant les études préalables. Et je dirais, les études, elles ont surtout pour objectif de nous aider à cadrer l'intervention au début, en se donnant évidemment un certain nombre d'axes d'intervention prioritaires. Euh, mais je dirais, quand on parle d'analyse, ça ne veut pas forcément dire qu'on refait des études ou qu'on refait des analyses formelles en cours de route, même si ça peut arriver, mais c'est plutôt qu'on utilise nos cadres de résultats pour analyser et interpréter ce qui se passe pendant la mise en œuvre. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui demande beaucoup d'investissement. Mais par exemple, quand on a normalement, ce qu'on essaye de faire, même si c'est pas toujours facile de tenir le rythme, c'est que on a une réunion trimestrielle qui permet d'analyser les indicateurs du cadre de résultats. Et en fonction de ce qu'on observe, on essaye aussi d'analyser ces indicateurs de manière qualitative, en essayant de comprendre pourquoi est-ce que ça a bougé ou pas dans tel ou tel sens, et sur cette base-là, de proposer des réorientations. Alors, la souplesse qu'on a avec un mécanisme de financement comme celui que j'ai évoqué au tout début de la présentation, c'est que comme c'est un projet qui est plus ou moins financé grâce à des fonds de la DDC qui sont octroyés au siège de Swiss Contact pour qu'on puisse faire des pilotes, bah, l'objectif, c'est justement que ces pilotes soient suffisamment souples pour nous permettre de réorienter l'intervention en cours de route. Mais comme disait Daniel tout à l'heure, le pilotage adaptatif, ça demande des boucles de rétroaction, c'est-à-dire des mécanismes qui permettent d'analyser en permanence l'évolution du système de façon à justement pouvoir réagir en fonction de la manière dont le système se comporte et qui n'est pas forcément ce qu'on a anticipé. Alors, du coup, j'ai peut-être, avant de passer la parole à Patrice qui a levé la main, je vais quand même passer la parole à Anna Gabriela d'Alterna, parce que dans cet aspect d'analyse, je pense qu'on a une expérience au Guatemala où Alterna a finalement pu développer un mécanisme financier en se basant sur une analyse systémique. Je pense que ce serait assez intéressant qu'on puisse avoir ton éclairage, Anna Gabriela. Merci Pascal et bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité à cet espace. Euh, donc, moi je travaille à Alterna, qui est basé au Guatemala, et on accompagne des entreprises d'impact en Amérique centrale, Mexique et Caraïbes. On a commencé à travailler en 2010, pardon, et notre approche était surtout de préparer les entreprises pour qu'elles puissent grandir avec leur impact. Et l'idée, c'était de les préparer
le plus possible pour qu'elles aient accès au financement. Sauf que après 5 années de travailler, de préparer plusieurs entreprises, on se rendit compte qu'en général, on écoutait, ce qu'on entendait, c'est et, soit il y a pas d'argent, soit il n'y a pas de pipeline d'entreprise. Donc nous, de notre côté, on était en train de travailler justement à préparer ce pipeline d'entreprise pour qu'elle soit prête pour accéder à du financement, principalement à des banques. Sauf que on se rendait compte que elles avaient pas forcément accès à ce financement. Et un bout d'éclairage qu'on a eu un jour, c'est qu'il y avait eu un programme qui était financé par une organisation européenne avec une des principales banques guatémaltèques. Et ils ont réussi, c'était considéré un peu un échec parce qu'ils n'avaient pas réussi à donner des crédits à beaucoup d'entreprises, mais juste à 5. Et de ces 5, il y avait 4 qui avaient été préparés par Alterna. Donc, ça nous avait paru intéressant le fait que, en général, on s'était dit, bah, là, c'est le système financier et c'est eux qui n'arrivent pas à accéder à des entreprises, alors que nous, on est en train de préparer, mais elles n'accèdent pas. Et d'un autre côté, on avait commencé à créer des événements d'investissement d'impact pour aussi ramener d'autres investisseurs qui n'étaient pas forcément qui n'avaient pas l'Amérique centrale. Disons que nous, on a parlé Amérique latine et il y a toujours Mexique, Colombie ou autres qui sortent, mais Amérique centrale, ben, c'est un peu mis de côté. C'est un peu la petite Amérique centrale. Et on a commencé à avoir des fonds qui venaient qui n'avaient pas l'Amérique centrale un peu dans leur focus ou qui avaient des fonds, mais qui allaient de 1 million de dollars au-dessus. Alors, qui n'étaient pas du tout vraiment ancrés avec les besoins des entreprises. Donc, disons qu'avec cette analyse, et je dirais oui, avec des données, mais surtout aussi de regard un peu de différentes conclusions de projets, événements et autres de ce qui se passait dans le marché, on a décidé de créer un projet pilote avec la Banque interaméricaine de développement, où ils nous ont fait un prêt à nous de 500 000 dollars avec un taux zéro pour faire des prêts nous-mêmes à des entreprises et d'un autre côté, de l'assistant technique pour les préparer. Et donc, en gros, ce qu'on a fait dans le design de ce projet, et c'est là où je trouve que c'est là la partie intéressante du système, c'est pas juste de dire on prépare où il y a du crédit, mais c'est en gros, s'il y a les deux, pourquoi ça marche pas et c'est quoi qui est en train de bloquer. Et bah, le gros apprentissage, c'est qu'il n'y avait pas forcément des produits financiers qui étaient vraiment adaptés aux besoins des entreprises et que les banques, en vrai, n'étaient pas en train de les atteindre parce que leurs produits n'étaient pas, ou ceux de microfinance ou ceux des banques n'étaient pas adaptés justement au type d'entreprise que nous, on était en train d'accompagner. Donc, on a créé un pilote pour financer 25 entreprises. On a préparé 250 pour finalement donner un crédit à 25. Et le produit qu'on a, désolée, des fois, j'ai des mots, je parle rarement de mon travail en français, donc il y a des fois des mots qui ne me viennent pas. Mais le design du produit, c'était donc des revenue-based loans, donc des crédits qui se repayent, le taux se repaye en fonction des ventes de l'entreprise. Donc, si c'est un mois où il y a très peu de ventes, ben, le taux d'intérêt est minimum, et quand il y a le plus de ventes, ça augmente sans garantie. Donc la garantie venait plus de la confiance octroyée parce on les avait justement accompagnés. Euh, et entre 15 000 et 100 000 dollars. Donc vraiment au-dessus des microfinances, mais en dessous des banques, justement dans ce milieu qui est un peu désertique, où on n'a pas beaucoup de produits financiers. Et très important, c'est que pour ne pas être part et juge, je ne sais pas si on dit comme ça, mais bon, je le traduis de l'espagnol, c'est que on s'est dit, on est en train d'accompagner ces entreprises. C'est pas nous qui allons leur dire, je t'accompagne pour un financement et après te dire non, je te le donne pas. Donc, même si c'était nous qui avions les fonds, on a créé un comité de crédit où nous, on n'avait pas la décision finale. Donc, nous, on ramenait les entreprises qu'on avait accompagnées et c'était ce comité de crédit qui devait prendre la décision, même si à la fin, c'était nous qui donnions les fonds. Et ce comité de crédit, on a été très intentionnel aussi de mettre, pour que ce soit un peu ce qu'on voulait, c'était justement donner un exemple pour que le système change. Donc, on a ramené des investisseurs pour qu'ils voient justement c'était quoi le type d'entreprise qui était là et leurs opportunités et défis. Et ça a été très important parce que un des investisseurs qu'on a ramené, c'était
un manager de fonds privés du Guatemala qui a tellement aimé l'exercice que après ça, ils ont créé un fonds spécial d'investissement d'impact en étape en early stage pour justement des entreprises un peu moyennes. Donc, tout ça pour dire que ce qui est important pour nous aussi, c'est de dire, nous, on va pas révolutionner tout. On est une petite organisation de 40 personnes au Guatemala avec des fonds limités dans notre contexte. Mais alors, c'est quoi un peu le point un peu d'acupuncture qu'on peut aller toucher, qui va toucher plusieurs nerfs et que grâce à ça, ça va développer plus le marché. Maintenant, ce fonds de pilote s'est converti, a fait un spin-off et est maintenant un véhicule financier privé où il y a d'autres investisseurs via grants ou investissements qui se créent. Et maintenant, on est passé de 500 000 à 3 millions en assets under management et ils ont maintenant investi en 60 entreprises, donc des 25 qu'on a commencé. Donc, ça reste un exercice petit, on va dire, mais qui grandit et qui maintenant a un acteur important dans le marché de crédit pour les entreprises d'impact en, en étape, en early stage. Merci Voilà. beaucoup Anna Gabriela, puis ça nous a un petit peu emmené en Amérique centrale, c'était plaisant. Et puis ça permettait aussi de répondre à des questions que Nazia pose dans le chat par rapport à des systèmes, des mécanismes financiers innovants. C'est vrai que sur le projet Bien Inclusif, on n'a pas forcément creusé trop ce volet. Donc je ne sais pas si Nazia, ça répond à tes questions. J'ai vu aussi qu'il y avait une question complémentaire sur le fait qu'au projet Bien Inclusif, il y a un seul volet qui a été touché au niveau de la chaîne de valeur. Est-ce que tu veux prendre la parole? Ou sinon, je passe la parole à Patrice qui lève la main. Alors oui, alors sur la question des financements innovants, pardon, merci beaucoup Anna, elle a donné vraiment une excellente illustration, donc je vois un peu les exemples. Je me demandais en fait ce qu'on pensait par financement innovant, est-ce que ça pouvait être aussi des autofinancements, c'est-à-dire que via des coopératives par exemple, si les producteurs d'agrumes tout ça se sont mis via des coopératives et qui ont créé eux-mêmes leur propre groupe d'épargne et crédit. Euh, voilà. Et sur la question, oui, de la chaîne de valeur, oui, ça m'a fait réagir par rapport au rôle des femmes ou qui sont plus en amont de la chaîne de valeur et du coup finalement qui n'ont pas été touchées par ce projet. Et dans ce cas-là, donc, je posais la question, est-ce que vraiment on peut parler d'un développement de tout un système de marché? Euh, je, voilà, je suis pas très familière avec l'approche système de marché, donc je me dis, est-ce que l'approche système de marché peut seulement toucher un point de la chaîne de valeur ou est-ce que quand on parle de système, ça doit toucher l'ensemble de la chaîne de valeur? Voilà, merci. Alors, je peux répondre très très vite aux deux questions. Sur les instruments financiers innovants, je pense que c'est un problème c'est pas seulement les instruments qui sont fragiles ou qui sont insuffisants, je dirais, c'est un écosystème de services qui inclut des acteurs capables de distribuer des instruments. Parce que si vous avez des instruments financiers qui sont hyper performants, mais qu'il n'y a aucun acteur pour les distribuer, ça marche pas non plus. Donc, la difficulté qu'on a au Bénin, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'intermédiaires qui ne sont pas forcément encore en mesure de distribuer ce type d'instruments. Il faut aussi avoir des instruments qui sont vraiment euh, élaborés par rapport aux besoins des secteurs. Et par exemple, dans le secteur agricole en général, au Bénin, l'analyse qu'on a faite, c'est qu'il y a très peu il y a très peu d'investissements. Donc les crédits qui vont fonctionner, auxquels les gens sont accoutumés, c'est beaucoup des crédits de campagne, c'est beaucoup des crédits, comme je disais tout à l'heure, des crédits de roulement. Mais finalement, le crédit d'investissement dans le secteur agricole, ça reste encore très marginal. Et donc, concevoir des outils innovants aujourd'hui, c'est déjà arriver à comprendre comment les outils peuvent être alignés avec les besoins des acteurs. Et en l'occurrence, pour nous, dans les études qu'on a menées récemment, on a priorisé, par exemple, le renouvellement du matériel végétal pour le secteur des agrumes, avec des temporalités, des délais de remboursement, etc., adaptés. Et pour le secteur de la pisciculture, je pense que c'était aussi sur la question des intrants, ou c'est des fonds de roulement. Mais
Bon, voilà, c'est un peu pour aller vite. Et la dernière, ouais, le dernier aspect sur la. Alors, moi, j'ai décrit un problème à l'intérieur du projet Bénin inclusif, mais on a abordé plusieurs secteurs, enfin, je veux dire plusieurs maillons de la chaîne de valeur, si on veut parler en termes de chaîne de valeur. On a abordé les questions d'intrants, on a abordé les questions de financement, on a abordé les questions de transformation, etc. Donc évidemment, à travers ce projet, on a aussi travaillé beaucoup avec des femmes dans les métiers où elles étaient présentes. Et puis on a essayé d'encourager aussi le développement des activités de production par des femmes. Mais c'est vrai que, comme je le disais dans le chat, dans l'approche DSM, on n'essaye pas forcément d'attaquer en même temps tous les points de la chaîne de valeur. On essaye de prioriser en fonction des facteurs de contre-performance qui semblent les plus aigus, de manière à pouvoir vraiment répondre progressivement aux enjeux que les acteurs identifient, voilà, les problèmes que les acteurs identifient eux-mêmes. On est un groupe très dynamique. Alors, on arrive à la fin de la durée prévue. Moi, on peut continuer un peu. Simplement, je voudrais inviter les gens à répondre au petit questionnaire qui figure dans le chat. Isabelle nous a envoyé un lien, ce qui nous permettra de récolter certains feedbacks pour orienter des sessions futures. Il y a aussi peut-être un petit mot, Emmanuel, sur l'intention d'organiser un petit symposium avant que je passe ensuite la parole à Patrice qui lève la main depuis longtemps. Mais je te laisse d'abord parler du symposium. Oui, alors c'est simplement pour vous informer que pour ceux d'entre vous qui sont un peu familiers avec l'écosystème du développement de systèmes de marché, l'Institut Vicara, qui est un institut basé aux États-Unis et en Afrique du Sud, est en train enfin, organise chaque année un symposium dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le Market System Symposium, qui a lieu en Afrique du Sud en général au mois d'octobre. On est en train de discuter avec eux suite à un certain nombre de réflexions qu'on a eues dans le cadre de la plateforme MSD au Bénin. On est en train de discuter sur l'organisation d'un symposium qui serait la déclinaison de cet événement dans l'espace francophone, donc probablement en Afrique de l'Ouest et sans doute au Bénin pour la première édition, avec un horizon début 2027. Donc, si parmi vous, vous êtes intéressé pour en savoir plus, si vous souhaitez avoir des infos, etc., pour l'instant, on est encore au stade de la discussion. Adresse mail dans le chat et vous pouvez m'écrire pour qu'on fasse une petite liste des personnes à associer à la réflexion. Merci. Merci. Et puis maintenant, comme promis, Patrice. Oh, oui, merci pour la parole, Pascal. Non, c'est sur la question du financement que j'avais voulu intervenir pour dire juste un mot, parce que on a tendance souvent à plus s'attaquer à l'offre, alors que le marché, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Généralement, on sait que les conditions des systèmes financiers, c'est très difficile de les changer en un claquement de doigts. Donc, je pense que aussi, et c'est à juste titre, je crois que le projet Bénin Inclusif a prévu la cartographie des services financiers pour la prochaine phase. C'est aussi de travailler pour voir comment on peut améliorer la demande des acteurs. Je crois que il y a ma prédécesseuse qui avait évoqué la question de coopératives, c'est des instruments avec la caution solidaire où ça peut améliorer la solvabilité des demandeurs de crédit. Lorsqu'il y a cette caution solidaire, les systèmes financiers sont plus enclins à octroyer des facilités. Et je veux aussi renchérir la question des épargnes mutualistes entre groupes organisés parce que dans un groupe, il y a toujours des acteurs à besoin et à excès de financement. Au Bénin, je crois qu'il y a l'expérience des AVEC, les associations villageoises d'épargne et de crédit, qui pourraient être aussi explorées. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, effectivement, ce qui est pertinent, c'est d'amener cette double approche, demande et offre. Et il y avait une question de Bernard que je trouve très pertinente qu'on va prendre encore. C'est pour savoir si quelles méthodes dans le projet Bénin Inclusif ont été utilisées pour stimuler la demande et notamment pour savoir si les producteurs ont réussi à écouler leurs produits facilement.
Alors, sur le projet Bénin inclusif, la question de l'écoulement des produits, j'avoue que c'est encore compliqué, notamment parce que sur le secteur de la pisciculture, excusez-moi, des agrumes, il y a une grosse usine qui a été, je dirais, réhabilitée récemment avec l'objectif de produire du jus concentré pour alimenter différents marchés qui, semble-t-il, sont déjà acquis, par exemple Brésil, des choses comme ça. Dans la sous-région aussi, j'ai entendu parler du Nigeria, Ghana. Mais la réalité, c'est que cette usine a du mal encore à fonctionner à plein régime. Je pense que la qualité des oranges qui est produite est encore assez limitée. Et donc, pour le moment, je dirais le secteur ne fait pas partie des secteurs prioritaires du gouvernement béninois, de la politique nationale de développement agricole. Et je dirais, du coup, les producteurs continuent à beaucoup vendre leurs oranges pour, j'allais dire, dans les marchés, au bord des voies, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à une production qui permette vraiment d'écouler la production d'oranges vers les transformateurs, je dirais, semi-industriels ou industriels, quoi. Voilà. Mais Bien. il y a pas de mévente, ou en tout cas pas beaucoup. Ils arrivent à écouler ce qu'ils ont besoin d'écouler. Mais comme je disais, c'est inscrit dans un mix de production vivrière, hein, de polyculture. Donc, bah, souvent, même si le maillon orange est moins productif qu'espéré, bon, il y a d'autres maillons dans l'écosystème du producteur qui compensent les besoins, quoi. Parfait. Bon, je vois aussi qu'il y a des questions pour savoir comment intégrer le réseau MSD au Bénin. Ben, ça, je suppose qu'ils peuvent prendre contact avec toi également, Emmanuel. Voilà, donc ça va dans la même idée que le symposium. Et puis voilà, je pense qu'on va clôturer cette session pour aujourd'hui. Il y a encore des questions dans le chat, des points qu'on n'a peut-être pas abordés. Il y avait des éléments inspirants aussi sur comment amener certaines solutions technologiques qui reviennent un peu sur comment analyser finalement ce que font les acteurs et plutôt soutenir les acteurs que d'essayer d'amener des solutions en tant que projet. Mais ça aurait mérité, je pense à JB, qu'on puisse en discuter peut-être un peu plus longuement. On pourra aussi avoir des échanges. Enfin, on a les contacts maintenant. Je pense que par respect pour le temps, pour les gens qui sont inscrits, on va clôturer cette session pour aujourd'hui. On prévoit une prochaine session d'ici la fin de l'année autour un autre cas. Donc, s'il y a des volontaires qui souhaitent présenter un cas spécifique, on refera une heure d'échange de ce type. Il y a les suites envisagées dans le cadre de la plateforme MSD et puis on va certainement ouvrir un petit groupe d'échange pour qu'on puisse avoir, je sais pas, une plateforme LinkedIn ou autre. Donc, on est ravis de votre grande participation. On sent qu'il y a un réel engouement, plein de choses encore à aborder. Enfin, le DSM, c'est quelque chose qui est finalement assez large. Mais donc, merci à tous. Merci aux intervenants. Merci à Beam Exchange de nous avoir donné cette opportunité. Et puis, alors peut-être une dernière chose que je devais dire quand même, si on fait ça, si on souhaite partager les expériences, c'est qu'on espère tous qu'on puisse avoir davantage d'impact, hein, plus on est nombreux à adopter les approches systémiques et pour répondre à un point d'ado, et plus les bailleurs aussi comprendront les approches systémiques, et plus on pourra avoir d'impact. Donc si on fait ce partage d'expérience, on n'a rien à vendre, mais on est là pour échanger, améliorer, et puis arriver à avoir un peu plus d'impact dans notre travail au quotidien. Et voilà. Merci et puis à très bientôt. Au revoir.